Merci à vous d'être là. Quelques mots sur OptiGestion. Il s'agit d'une société de gestion qui s'occupe de gestion de portefeuille sous mandat et de gestion de fonds. Nous sommes d'abord des entrepreneurs. Très bien, me direz-vous. Mais finalement, pourquoi choisir OptiGestion? 3 raisons. La première raison, c'est que chez OptiGestion, vous existez. Chacun de nos clients existe. Et il est sans doute plus confortable, voire plus raisonnable, d'être un grand chez un relativement petit, plutôt que d'être un tout petit chez un très grand. Chez OptiGestion, les gérants connaissent leurs clients. Et vous pouvez à tout moment contacter votre gérant. Vous pouvez même le joindre le soir ou le week-end, sans difficulté. Il sera disponible. Enfin, chez OptiGestion, le gérant que vous avez en face de vous assume pleinement la responsabilité de la gestion, c'est-à-dire qu'il peut vous expliquer les raisons qui sont à l'origine des mouvements qui ont été faits dans votre portefeuille. Deuxièmement, nous détenons 66% du capital de notre société. Et bientôt plus, suite au rapprochement entre la Banque Martin Morel et Rothschild & Co. De ce fait, nos équipes sont stables et motivées dans la durée. Nous pensons que cette caractéristique de continuité est essentielle dans un métier qui repose sur un contrat de confiance. Troisièmement, nos équipes investissent une part significative de leurs avoirs personnels dans les fonds et les SICAV de la maison. De ce fait, ils sont concernés, comme les clients, par les résultats obtenus. Cette convergence d'intérêts nous paraît essentielle. Voilà, je vais passer la parole à Xavier Gérard qui va vous dire quelques mots sur les caractéristiques de notre gestion. Chez OptiGestion, votre portefeuille peut détenir aussi bien des titres vifs que des fonds OptiGest gérés par nos soins ou des fonds extérieurs sélectionnés par nos soins. Nous utilisons 3 dépositaires prioritaires, la banque Rothschild Martin Morel, CMCIC et Pictet au Luxembourg. Notre gestion repose sur quelques principes simples, je les résume à 4 points principaux. 1. Nous nous concentrons sur la stratégie d'investissement et la sélection des sociétés. C'est tout ce que nous faisons. En revanche, nous choisissons les fonds gérés par des actuaires pour toute la partie crédit. Tout ce qui est obligations convertibles, obligations à haut rendement, obligations pays émergents sont sous-traités. Nous refusons d'investir par ailleurs dans les produits complexes, les produits structurés. Donc la gestion est simple et facile à appréhender. Deuxième principe, nous pensons que pour gagner de l'argent, il faut commencer par ne pas en perdre. De ce fait, on sélectionne des marchés, des secteurs, des titres, des entreprises qui présentent une volatilité relativement faible et liquide. Paradoxalement, sur la durée, les valeurs à faible volatilité ont tendance à performer mieux que les valeurs à forte volatilité. Le troisième point, alors ça c'est un point très important, je crois qu'on va l'aborder tout à l'heure. L'ouverture au monde est une des marques de l'ADN d'OptiGestion. Elle nous paraît essentielle à une époque où la croissance, la création de richesses et l'innovation technologique ne sont plus l'apanage du monde occidental. De ce fait, il faut développer impérativement une vision mondiale des enjeux et des dynamiques en place. C'est cette compréhension des très grandes tendances qui nous permet d'identifier de nombreuses opportunités d'investissement. Nous nous appuyons pour cela sur des bureaux d'études aux États-Unis, en Asie, en Europe, afin d'être informés et réactifs. En 2016, en parallèle, nous avons revisité nos méthodes de gestion pour intégrer notamment des paramètres quantitatifs. Cette approche porte ses fruits. Notre fonds Action mondiale affiche depuis le début de l'année une performance supérieure à 15%. Et notre fonds d'action européenne enregistre une performance supérieure à 13% à fin septembre. Dernier point, pas des moindres, nous privilégions toujours la croissance et la qualité. Croissance des marchés, croissance des chiffres d'affaires, qualité des marges,
qualité des résultats et des bilans, mais surtout qualité des équipes, des managements en place et des stratégies mises en œuvre. Cette approche nous a conduit souvent à investir dans des sociétés leaders sur des secteurs à très fort potentiel. Je voudrais juste citer les nouveaux moyens de paiement, le e-commerce, la robotique, la traçabilité alimentaire, l'intelligence artificielle. C'est juste pour illustrer mon propos. Voilà, appelez-nous, venez nous voir. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur ces sujets. Et je passe la parole à Éric. Gérard. Très vite, nous allons passer la parole à notre invité. Donc, Monsieur le Président, cher Henri, nous sommes heureux et honorés de l'amitié que vous nous faites en participant à l'une de nos grandes conférences Optigestion. Je me suis efforcé plutôt que de décrire votre biographie de manière chronologique, donc je renvoie notre cher auditoire à Wikipédia, d'essayer de dresser votre portrait en 3 grandes caractéristiques. Donc je vous laisse juger. Vous êtes un grand capitaine d'industrie sur le plan mondial, un investisseur avisé, et peut-être que ce soir vous allez nous parler des investissements en Europe, et enfin un citoyen engagé, notamment sur le plan français. Un grand capitaine d'industrie sur le plan mondial. Vous êtes reconnu pour votre esprit de synthèse, votre art du management, vos qualités de stratège, votre capacité à mobiliser, à faire adhérer des équipes internationales sur des projets de grande envergure ne sont plus à démontrer. Vous êtes et vous serez encore, point d'interrogation, un investisseur avisé. Vous nous en direz plus, je l'espère, sur les entreprises que vous accompagnez actuellement et nous l'espérons, nous donnerez quelques indications sur votre feuille de route avec General Atlantic, sur vos cibles, vos thèmes d'investissement. Seront-ils ouverts au public ou réservés à une clientèle professionnelle? Enfin, vous êtes, cher Henri, un citoyen engagé sur le plan français. Votre nom a souvent été évoqué pour diriger Bercy, voire davantage, lors des dernières élections. Vous vous êtes engagé à titre personnel à soutenir François Fillon et son programme réformateur. Vous êtes écouté pour votre vision stratégique, pour votre vision macroéconomique. Vos propositions de réforme économique dans le débat public font toujours l'objet d'un large écho. Vous êtes à la tête d'un laboratoire d'études et de propositions de très haut niveau, l'Institut Montaigne. Vous soutenez de nombreuses causes qui vous sont chères. Enfin, le capitaine de frégate que je suis n'oublie pas que vous êtes colonel de réserve parachutiste opérationnel. Nos questions ce soir, Monsieur le Président, tourneront autour des thèmes suivants. Quel est le potentiel de la France? Quelles seraient les 2 ou 3 réformes incontournables pour la France? Vous nous avez indiqué tout à l'heure que si vous aviez 20 ans de moins, la période est absolument passionnante et vous nous direz pourquoi. Quelle ambition pour l'Institut Montaigne? Quelle gouvernance pour la zone euro? Et quel thème d'investissement porteur pour vous en Europe? Sur le potentiel de la France, quel est votre avis sur les critères, sur l'innovation, la compétitivité, les investissements, l'emploi, les finances publiques, notre gouvernance publique? Quelles seraient pour vous, cher Henri, les 2 ou 3 réformes clés incontournables pour la France? Quelle ambition pour l'Institut Montaigne, son positionnement, son rang européen, mondial? Quels sont vos grands compétiteurs? Et sur l'avenir de l'Europe, enfin, quelle est votre vision? Est-ce que vous êtes plutôt Juncker ou Macron? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour une gouvernance à 28 ou plutôt par cercle concentrique? Comment sortir de cette maudite règle de l'unanimité? Quelle gouvernance espérer en zone euro? Et peut-être un mot sur le Brexit. Enfin, quels sont vos thèmes d'investissement porteurs? Voilà, je vous laisse la parole, cher Henri, et nous nous soumettrons, comme de coutume, au traditionnel jeu avec l'assistance des questions-réponses. Merci. Bonsoir à tous. Merci Éric. Vous avez fait 2 choses en fait. Vous avez prononcé mon discours d'enterrement, parce que c'était beaucoup trop élogieux, mais ça fait assez plaisir, parce que c'est une occasion de l'entendre. Et ensuite, vous m'avez donné une copie impossible. Je vais essayer de vous livrer, en fait, et avec beaucoup de prudence, parce que ça n'est qu'une vision personnelle, la manière dont je vois les choses aujourd'hui, dans cet endroit qui d'ailleurs est un petit peu un clin d'œil, parce qu'il est incroyablement ironique. Cet endroit, c'est l'interallié. Et parler à l'interallié d'une parenthèse qui se referme dans l'histoire, qui est la parenthèse occidentale, la parenthèse de domination occidentale, ça ne manque pas d'un certain sel. Pourquoi est-ce que je commence de façon un peu provocatrice?
Parce que je pense que si on veut comprendre comment gérer son portefeuille, que si on veut comprendre quel est le potentiel de notre pays, on ne peut pas le faire bien si on ne regarde pas ce que le monde est en train de devenir. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait procéder en entonnoir, commencer par regarder très loin et très large, pour ensuite, en ayant essayé de comprendre ce qui se passait, aller de plus en plus près des sujets immédiats qu'on a à traiter. Et en réalité, si je trouve le monde d'aujourd'hui particulièrement passionnant, alors pas depuis 6 mois, mais depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, voire un tout petit peu plus, c'est parce que je pense que nous sommes en train d'assister à des ruptures séculaires et que l'histoire est en train de faire son grand retour, si elle n'avait jamais cessé d'exister. Nos générations ont vécu avec des postulats qui n'étaient en fait que des hypothèses assez fragiles. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, la génération de l'après-guerre, qui a vécu dans un monde occidental qui conciliait la prospérité et la liberté, et dans lequel la démocratie a prospéré parce que la classe moyenne se voyait un avenir. La démocratie, c'est une invention assez récente. Quand on parle de démocratie anglaise ou de démocratie américaine, en sachant que nous sommes les derniers à être vraiment rentrés dans le cycle, malgré la lecture que nous avons de l'histoire, en fait, c'était des oligarchies. Regardez qui étaient les parlementaires américains ou qui étaient les parlementaires britanniques au XVIIIe et au XIXe. C'était l'oligarchie du moment. Ça n'était pas une véritable démocratie. La véritable démocratie, le suffrage universel, les institutions parlementaires telles que nous les connaissons, elles sont apparues progressivement et elles sont apparues portées par le fait que, comme la classe moyenne avait un intérêt à la stabilité, parce que cette stabilité s'accompagnait d'une prospérité qui lui permettait d'améliorer son sort, il n'y avait pas de raison de créer de grosses disruptions. L'Occident maîtrisait le capital, la technologie, les forces armées et l'éducation. Ça fait beaucoup de choses. Et ce sont les outils à la fois du développement et de la domination. Cette parenthèse est objectivement en train de se refermer, et elle est en train de se refermer, c'est pas négatif dans mon esprit, elle est en train de se refermer d'une façon passionnante parce que tous ces outils sont maintenant à la disposition d'autres géographies, d'autres modèles politiques et sociaux qui, au fond, ont eux aussi des aspirations de réussite, qui, pour la plupart, maintenant, ne nous envient plus, parce qu'ils ne nous voient pas comme des modèles de succès, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, aspirent à nous concurrencer, voire à nous remplacer. Donc nous allons être forcés de nous réinterroger sur ce que sont nos vrais projets, notre vraie vision, nos vraies motivations, et ce, à un moment où des forces extraordinairement puissantes, mais qui ont toujours été là dans l'histoire de l'humanité, sont en train de réémerger de façon absolument irrésistible. Moi, j'aime bien simplifier les choses. C'est parfois caricatural, mais parfois ça permet un petit peu de clarifier l'analyse. Et j'aime bien distinguer quelles sont les forces séculaires, quelles sont les forces multigénérationnelles, quelles sont les forces générationnelles et quelles sont les forces immédiates ou de moyen terme. Quand on regarde ce qui est en train de se passer dans le monde, tout est à l'œuvre en même temps. Il y a une force séculaire qui est en train de se mettre en marche, qui est la modification du climat. Historiquement, et nous avons été bien innocents ou bien bêtes de l'oublier, le climat a été un des principaux drivers de l'histoire mondiale. La plupart d'entre vous passent une partie de leurs vacances à visiter, soit dans les jungles, soit dans les déserts, des endroits qui ont été des cités prospères et qui aujourd'hui sont d'assez belles ruines à voir, et aucun d'entre nous ne se demande suffisamment fréquemment pourquoi on est passé de l'état d'avant à l'état d'aujourd'hui. C'est le changement climatique en général. Ce n'est pas un changement politique qui a fait pousser la jungle au milieu de l'Amazonie ou le désert là où il est aujourd'hui. Les forces climatiques sont à l'œuvre et elles sont en train de modifier la géographie mondiale de façon extrêmement profonde. 80% de la richesse mondiale étant concentrée à moins de 50 km des côtes, la multiplication des événements climatiques, la multiplication des tempêtes, des tornades, des ouragans, va avoir un effet, a commencé d'avoir un effet sur la répartition de la richesse et sur sa localisation. Imaginez ce que serait le statut d'un certain nombre de villes côtières si l'océan était simplement à 10 cm de plus, ce qui est une hypothèse non seulement possible, mais tout à fait probable dans une cinquantaine d'années. Une des grandes bases navales américaines, qui est, je crois, celle de San Diego, a déjà à peu près la moitié de ses quais
en état d'inaccessibilité pendant plus de la moitié de l'année, parce que l'océan a déjà trop monté pour que les installations soient utilisables. Donc les cités englouties au large d'Alexandrie, les cités perdues dans les déserts, ça n'est pas forcément une exception historique qui ne se reproduira pas, c'est au contraire quelque chose que nous verrons se produire. Ça veut donc dire qu'il y aura une destruction massive de richesses liée à ces phénomènes. D'ailleurs, si vous voulez vous en convaincre, souvenez-vous d'un truc extrêmement simple. Quelqu'un qui aurait disposé sous Jésus-Christ, alors peu importe que ce soit l'année 0 ou l'année 33, parce que comme ça fait 2017 ans, à la fin, ça ne change pas grand-chose sur le résultat, qui aurait disposé d'un lingot d'or et qui l'aurait placé au taux de la caisse d'épargne, serait aujourd'hui propriétaire d'à peu près la moitié des États-Unis. Comme ça ne s'est pas passé, il y avait beaucoup de lingots d'or à l'époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait quelques-uns. C'est l'équivalent de la valeur d'un lingot d'or. Ça signifie que l'histoire de l'humanité fait alterner des périodes de création de richesses fortes avec des périodes de destruction massive. Et nous sommes entrés dans une période dans laquelle nous aurons les deux. À la fois des destructions absolument massives, qui d'ailleurs sont déjà en germe, et des périodes des moments, des endroits de création de richesses à des échelles que l'on n'avait pas vues, comme dans toutes les grandes périodes de fracture de l'histoire de l'humanité. Le deuxième mouvement, qui est un mouvement à 1 ou 2 générations, qui est là aussi complètement sous-estimé et qui n'affecte pas du tout de la même manière l'ensemble des économies mondiales, c'est la démographie. Et la démographie dans l'ensemble de ses composantes. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement le nombre de naissances, c'est l'accroissement de la longévité, c'est le risque de pandémie. Souvenez-vous que si cette conférence avait été tenue alors je ne vais pas dire 1917, mais en 1900, dans cet endroit qui à l'époque n'était pas encore le cercle interallié, probablement 70% de l'assistance ne serait pas dans la salle parce que l'espérance de vie était de 46 ans. Et pourtant, ceux qui auraient été dans la salle avaient probablement le sentiment que le modèle était immuable. L'espérance de vie a gagné 1 trimestre par an au cours du XXe siècle, d'abord grâce à la disparition de la mortalité infantile, ensuite, pendant la deuxième moitié du siècle, par la baisse forte de la mortalité en milieu de vie, et au fond, depuis les dernières années ou les dernières décennies du siècle, par l'allongement à l'extrême. C'est-à-dire qu'on peut vivre de plus en plus vieux, et si quelque chose doit se passer, modulons le risque de pandémie qui se produira un jour, et qui fera ce jour-là, malheureusement, des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Il est plutôt possible ou vraisemblable, quand on regarde ce qui est en train de se passer en matière de biotechnologie, que si quelque chose doit se passer en termes de longévité, c'est plutôt une accélération qu'une diminution, c'est-à-dire une capacité à passer d'un trimestre à davantage. Ce qui signifie que les gens qui n'ont vendu que des rentes sont ruinés, et que les gens qui, à l'inverse, ont vendu des couvertures d'essai vont continuer à encaisser de la prime pendant beaucoup plus d'années que leurs hypothèses de départ, ce qui fait que les assureurs ont intérêt à avoir ce qu'on appelle des portefeuilles balancés, avec chacun de ces 2 risques. Mais les forces démographiques sont considérables, elles sont complètement sous-estimées. 9 des 11 ou 12 pays dans le monde dont la population décline sont situés en Europe. L'Europe est une zone qui est un isthme, le bout d'un continent. Et quand on regarde les forces démographiques autour de l'Europe, on voit très bien quel est le sujet principal à horizon 20, 30, 40 ans. C'est, comme dans tout arc électrique, le déséquilibre entre le nord, Russie comprise, et le sud. La Russie est un des pays dont la population décline. Son sujet, d'ailleurs, ça n'est pas l'Europe. Son sujet, c'est les espaces pleins de matières premières et déserts, à côté d'une Chine qui a besoin de matières premières et qui, elle, a des espaces extrêmement peuplés. L'Europe est déclinante. L'Afrique va voir sa population s'accroître au rythme de 30 millions de personnes par an sur les 30 ans qui viennent, auxquels il manque, selon les estimations, qui varient un peu, mais entre 4 et 6 millions de jobs par an pour les fixer sur place.
J'ai un souvenir très vif, je l'ai déjà raconté plusieurs fois à certains d'entre vous, mais ça m'avait beaucoup frappé. La dernière fois que Lee Kuan Yew, qui avait été Premier ministre de Singapour pendant 35 ans, est venu en France, il m'avait demandé d'organiser un dîner pour lui avec une demi-douzaine de personnes. Et j'avais invité Jean-Claude Trichet. Il avait interrogé Jean-Claude qui était encore gouverneur de la Banque centrale, « Monsieur Trichet, quel est pour vous le principal sujet européen ?» Et Jean-Claude était parti dans une démonstration très brillante sur l'euro que Lee Kuan Yew a interrompu au bout de 45 secondes en lui disant « Monsieur Trichet, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre principal problème, c'est que la Méditerranée est trop étroite. Vous oubliez la démographie. » Et il avait visiblement, et c'était bien avant les vagues migratoires, hein, c'était 2 ans et demi ou 3 ans avant sa mort. Donc la démographie va façonner l'avenir du continent européen, qu'il le veuille ou non. Parce que quand 9 de la douzaine de pays qui perdent de la population sont en Europe, et quand à la frontière de l'Europe, il y a la zone démographique la plus vibrante du monde, on voit très bien que la discussion politique sur la sécurité et les réfugiés n'est que l'extrême pointe de l'iceberg, que les sujets à traiter sont infiniment plus lourds et infiniment plus complexes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels la technologie offre des solutions. Donc ne négligeons pas la démographie dans toutes les approches que nous avons, ne la négligeons pas aussi pour une autre raison, c'est que la classe moyenne, qui est en état de désespérance dans les démocraties occidentales, ou largement en état de désespérance dans les démocraties occidentales, ne se pose absolument pas ces questions dans les pays émergents. Il y a de plus en plus de Chinois qui trouvent qu'ils vivent bien. Il y a, qu'on le veuille ou non, de plus en plus de Mexicains, de Brésiliens, etc., qui trouvent qu'ils vivent bien. Nous avons un problème, c'est que non seulement la plupart des ménages de la classe moyenne ont le sentiment qu'il n'est pas évident que leurs enfants auront un sort meilleur que le leur, mais ils se sentent eux-mêmes menacés dans leur propre sécurité économique, sociale, physique. Ça, c'est la démographie. Le troisième facteur qui est à l'œuvre, c'est la combinaison de la technologie, de l'éducation et de la disposition du capital. Ces mécanismes-là qui, depuis que l'histoire de l'humanité a commencé, ont toujours été à l'œuvre sur les périodes de moins d'une génération, se sont considérablement modifiés en 25 ou 30 ans. La chute du rideau de fer a été à la fois une formidable victoire politique pour l'Occident et un formidable challenge économique et social parce qu'elle a instantanément ouvert, entre guillemets, à la compétition des zones, des pays, des marchés qui n'y avaient pas accès auparavant, et nous nous sommes donc créés nos propres compétiteurs. L'extrême bonne nouvelle, c'est qu'ils s'en sont saisis avec beaucoup d'intelligence. Le challenge à court terme, c'est que comme nous nous sommes entre-temps légèrement endormis, eh bien, ce sont aujourd'hui des concurrents sérieux, très sérieux, qui, dans un certain nombre de cas, bénéficient d'effets d'échelle que nous n'avons pas, et qui, par conséquent, vont, dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de cas, continuer de venir nous tailler des croupières dans les années qui vont venir. Quand on a dit ça, on voit très bien qu'on ne peut pas comprendre quel est le potentiel de la France si on ne raisonne pas de façon plus large. Et quand on regarde qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait encore notre stabilité et notre prospérité, c'est deux choses, en fait, enfin, trois choses essentielles. C'est la capacité à assurer la sécurité physique. Donc, quels sont les challenges et quelles sont les bonnes solutions en matière de protection et de défense. La deuxième chose, c'est la sécurité économique. C'est-à-dire, que faut-il faire pour que cette classe moyenne qui a été la terre nourricière et la bénéficiaire des démocraties apaisées que nous connaissons depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années, qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer, entre guillemets, le contrat social passé avec elle? Parce qu'aujourd'hui, elle est menacée, puisque si vous analysez objectivement quels sont les jobs qui seront encore là dans 10 à 15 ans, je ne sais pas combien c'est chez vous, pour ceux d'entre vous qui ont des responsabilités en entreprise. Moi, je sais ce que c'était quand je dirigeais AXA.
un des éléments qui m'a conduit d'ailleurs à accélérer la transition managériale. 60% des jobs étaient des jobs qui, et c'était il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui n'existeront plus à un horizon qui n'est pas 2030, mais qui est quelque part entre 2020 et 2025. Là-dessus, une partie des gens seront partis à la retraite, mais les autres, soit seront dans des jobs complètement différents, soit auront eu besoin d'évoluer très significativement dans leur propre job et dans leurs propres responsabilités. Donc le deuxième challenge, c'est comment assurer la sécurité économique. Le troisième challenge, c'est comment assurer un système éducatif performant et qui ne va pas concerner simplement les générations qui ne sont pas encore nées ou qui viennent de naître, mais il y a un continuum entre l'éducation primaire, le supérieur et la formation professionnelle ou permanente. Comment assurer une capacité de ces sociétés à transformer, entre guillemets, les qualifications de ceux qui en font partie et qui n'ont pas toujours l'accès aux clés de compréhension, à un moment où jamais la transformation des exigences de savoir n'a été aussi forte. Une des choses qui a permis, quand on va rechercher très au fond la raison pour laquelle, au moment de la révolution industrielle, ça s'est terminé non pas par une révolution politique, mais par une relative stabilité, c'est évidemment l'éducation obligatoire, qui a donné en réalité, pour la faire simple et un peu caricaturale, aux enfants de paysans qui étaient encore illettrés, une boîte à outils qui était celle qui leur a permis de trouver des jobs dans la société du monde industriel. Et la boîte à outils, c'était quoi? C'était lire, écrire, compter. Quand on savait lire, écrire, compter en 1900, on pouvait avoir accès à la nouvelle génération de jobs. Et on pouvait, entre guillemets, sortir de l'impasse dans laquelle on était si on était sur une exploitation agricole peu performante de l'Auvergne ou de la Sarthe. La boîte à outils d'aujourd'hui, c'est plus la boîte à outils du 19e, à supposer que le système éducatif soit encore capable de délivrer la boîte à outils du 19e. Donc il y a une réflexion qui est quels sont les savoirs impérativement nécessaires pour mettre l'ensemble de ceux qui composent la société, et en particulier les plus défavorisés, en situation d'accéder à cette boîte à outils dans des conditions raisonnables. Et si je veux vous provoquer un peu ce soir, je vais refaire ce que je fais souvent à l'Institut Montaigne quand on discute de sujets d'éducation. Démontrez-moi que le fait de savoir écrire est encore nécessaire, parce que je n'en suis pas convaincu. En revanche, je pense que le fait de savoir coder le devient de plus en plus. Parce que l'écriture, après tout, c'est ce qu'on a fait quand on a arrêté de faire des tablettes dans le marbre comme les Romains, et quand on a arrêté de faire des enluminures. C'était une modernisation par rapport au mode de conservation du savoir précédent, mais ça n'était qu'une étape. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, regardez vos enfants ou vos petits-enfants, regardez la fréquence avec laquelle ils se servent d'un stylo. Ils ne se servent pas d'un stylo, ils se servent de leur pouce, et quelquefois de leur index. Voilà. Donc cette transformation du savoir est fondamentale. Donc si on a ça en tête, il faut ensuite sécurité, économie, éducation, regarder quel est le bon niveau de réponse pertinente. Et là aussi, il faut sortir des postulats qui sont que les gouvernances inventées au XIXe siècle, voire un peu avant, restent les modes de gouvernance qui vont être pertinents pour faire fonctionner une société qui n'a plus forcément les mêmes impératifs et les mêmes codes. Les États tels qu'on les connaît, alors Henry Kissinger dirait les États européens, c'est une création post-westphalienne. C'est vrai, hein? Est-ce que cette construction post-westphalienne est encore pertinente aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que les États définis par une langue, des frontières et un corps de loi, c'est encore le corps de réponse pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de gouvernance plus efficaces et plus élaborées? Interrogez-vous sur les raisons pour lesquelles, dans à peu près toutes les démocraties, les États centraux sont devenus assez impopulaires, mais les villes et les maires de villes sont toujours populaires. Interrogez-vous sur le regain régional. Interrogez-vous sur l'émergence des ONG. Il y a des formes de gouvernance qui permettent, interrogez-vous sur l'émergence, entre guillemets, des communautés dématérialisées. Parce que les ONG, après tout, c'est souvent des communautés dématérialisées, comme on dit maintenant. Les formes de gouvernance d'avant ne sont pas forcément les formes de gouvernance qui seront nécessaires pour demain. Ça ne veut pas forcément dire
qu'elles sont toutes achetées à la poubelle. Mais ça veut certainement dire qu'on doit se réinterroger sur ce qu'est leur mode d'organisation et les objectifs qu'elles peuvent se fixer. Quand on a dit tout ça, et qu'on regarde au fond, qu'est-ce que les défis français ont de particulier et qu'est-ce qu'ils partagent avec d'autres? Il est évident que sur 80 ou 90% de ces défis, nous sommes dans le même bain que nos alliés européens. Et nous sommes assez largement, plus nécessairement complètement, dans le même bain que nos amis américains. Les démocraties occidentales ont toutes le même sujet. Les Américains peut-être un peu moins que les autres parce qu'ils continuent d'exercer une forme de dominance, entre guillemets, financière et technologique de plus en plus challengée et financière également, en réalité. Et puis, ils ont une grosse différence avec nous, c'est qu'au fond, pas grand risque qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne de l'Alaska, et le contrôle de la péninsule, quand on regarde l'Amérique du Sud, n'est pas extraordinairement compliqué. D'ailleurs, les gens qui sont ironiques vous disent aujourd'hui que le paradoxe dans la relation américano-mexicaine, c'est que les Mexicains sont en train de venir demander aux Américains comment construire un mur entre le Mexique et le reste de l'Amérique du Sud. Donc le sujet du mur n'est pas seulement un sujet de mur entre les États-Unis et le Mexique, le problème descend. Et il est de toute façon beaucoup moins important quantitativement qu'il ne l'est pour nous, parce que la démographie d'Amérique du Sud n'est absolument pas la même, n'a pas les mêmes dynamiques que la démographie africaine. Donc, nous partageons les mêmes challenges que l'ensemble des pays de la communauté. C'est pour ça que la réponse à nos défis, elle doit d'abord être européenne. Et c'est pour ça que, quel que soit le résultat, quel que soit l'affection qu'on ait pu avoir pour certains candidats à l'élection présidentielle, le fait que celui qui est in fine ait été élu soit un véritable Européen par opposition aux populistes protectionnistes est une bonne nouvelle. Parce que, expliquez-moi comment, avec 60 millions d'habitants, ou 62, même si nous sommes démographiquement un peu plus dynamiques que les voisins autour de nous, expliquez-moi comment on fait pour résister aux mécaniques que je vous ai décrites si on reste tout seul. C'est une illusion. Relisez l'histoire et relisez l'histoire de ceux qui n'ont pas réussi à s'entendre pour défendre leur modèle. On sera rayé de la carte. Donc sur ces sujets, la réponse ne peut être qu'européenne. C'est la même chose sur les sujets économiques. Nous avons besoin d'un marché de capitaux européen, nous avons besoin d'une monnaie européenne, nous avons besoin d'un système de taxation européen qui converge. Ça ne veut pas dire au niveau français. Ça ne veut pas dire qu'on impose notre système aux autres. C'est quelque chose que Bercy va mettre un certain nombre d'années à comprendre. Mais ça veut dire qu'on a intérêt à une véritable convergence si on veut bénéficier de ce qu'est vraiment le potentiel d'un marché unique. C'est vrai aussi en matière d'éducation. On était dans une politique folle en matière d'université qui consistait à refuser l'évidence, c'est-à-dire la recherche de la méritocratie et de l'excellence. Moi, je me souviens d'une des dernières choses, là aussi, c'est Lee Kuan Yew, qui est un personnage que j'ai trouvé absolument fascinant. Une des dernières choses que je l'ai entendu dire, ça a été « Il va falloir que vous, occidentaux, vous m'expliquiez comment vous faites pour conserver vos démocraties si votre système politique n'est pas méritocratique. » Observation intéressante. Donc, quand on regarde l'enseignement universitaire, il y a des chiffres qui sont assez simples. Il y avait quelques dizaines de milliers d'élèves de l'enseignement supérieur sous l'Empire romain. Chine et Rome confondus. Quelques dizaines de milliers. Il y en avait 1 million dans les années 1950. Il y en avait 10 millions il y a 30 ans. Il y en a 100 millions aujourd'hui. Il y en aura le double dans 5 ans. 80 à 90% de l'accroissement vient des émergents. Alors la réaction classique mandarinale française, c'est d'expliquer oui, ils n'ont pas Polytechnique, ils n'ont pas Normal Sup, ils n'ont pas HEC, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Non, ils ont beaucoup mieux.
Moi, j'ai siégé pendant plus d'une dizaine d'années à l'Advisory Board de Tsinghua, qui est l'université d'élite chinoise, qui sélectionne leurs dirigeants. Je les ai vus passer du tableau noir et de la craie à un stade qui est au moins équivalent à celui du MIT, voire maintenant, sur certains domaines, peut-être légèrement plus avancé. Là, le taux de sélection, c'est on choisit parmi les 10 meilleurs dans les examens de province qui ont un nombre de candidats compris entre 500 000 et 4 millions. Voilà. Donc ça donne juste une idée de ce que peut être la sélectivité. Les universités indiennes, Paul Hermelin, qui est le principal employeur français ou européen en Inde, où il a des effectifs très supérieurs à ce qu'il a en France, vous direz que les universités indiennes sortent un nombre, grosso modo, sortent un nombre de promotions de Polytechnique qui ne doit pas être tout à fait l'équivalent de ce que Polytechnique a sorti depuis l'origine chaque année, mais qui est certainement 20 ou 25 promotions par an. Donc la diffusion du savoir d'excellence et par conséquent la diffusion de la capacité à innover est infiniment plus rapide qu'avant. Nous ne survivrons que si nous sommes capables de créer une poignée, peut-être un peu plus qu'une poignée, mais sûrement pas plus d'une dizaine, de pôles d'excellence universitaires européens. Si nous persistons à vouloir, mesurer les moyens, ensuite les répartir de façon égalitariste, nous sommes morts. Voilà. Bon. Donc, voilà pourquoi la réponse européenne est essentielle, sur toutes les dimensions. Alors ensuite, la réponse européenne, elle ne peut être cohérente que s'il y a une gouvernance qui fonctionne et que si chacun de ceux qui sont autour de la table fait l'effort nécessaire pour apporter une contribution positive et pas être un frein. C'est là que, pour le coup, la situation de la France se distingue un peu de celle d'une assez large partie des autres. Nous étions en train de prendre un retard calamiteux en matière de réformes structurelles. Alors on les appelle les réformes structurelles en ayant le sentiment qu'elles vont avoir des effets séculaires. En réalité, c'est sur une génération. Mais la nécessité de réformer notre droit du travail, la nécessité de réformer notre fiscalité, la nécessité de contenir la dépense publique, la nécessité de réformer la formation professionnelle, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire parce que c'est bien, ce sont des choses qu'il faut faire si nous voulons juste survivre. C'est nécessaire, il n'est pas tout à fait sûr que ce soit suffisant. Et le délai pour le faire est inférieur à 5 ans. Alors, il se trouve que les choses commencent à bouger. Je pense qu'il faut le reconnaître et qu'il faut plutôt essayer d'aider et d'accompagner le mouvement parce que les alternatives ne sont pas plaisantes et pas brillantes. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer en Europe, peut-être avons-nous une relative chance historique. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut reconnaître aux banquiers centraux le fait qu'ils ont bien géré les suites de la crise financière à travers laquelle nous sommes passés, même si derrière, comme toute médication qui dure trop longtemps, il y a des effets d'accoutumance et des effets d'empoisonnement, et les deux d'ailleurs vont ensemble, en réalité, ça ne va pas du tout vous faire plaisir. Ils ont réinventé une forme beaucoup plus douce de ruine des rentiers. Ils sont passés de la mort violente du rentier, qui était en général soit la guerre, soit la banqueroute, soit l'hyperinflation, à l'euthanasie douce, qui sont les taux nuls ou négatifs pendant assez longtemps. Ça, c'est une vraie euthanasie des rentiers. Parce que par définition, le capital sage rapporte moins qu'avant. C'est même doublé d'un truc encore plus intéressant, qui n'est pas dû à eux, mais qui est dû à la transformation du monde, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Donc les banquiers centraux ont géré ça à peu près bien, et on est dans une période dans laquelle on est en train de retrouver un petit peu de croissance, probablement plus d'ailleurs que ce qui est mesuré par les indicateurs classiques, parce que la productivité est aujourd'hui incroyablement mal mesurée. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse de la stagnation séculaire. Je ne crois pas du tout à la thèse de Larry Summers, qui explique que nous sommes dans une stagnation séculaire de la productivité. Il n'y a qu'à regarder un instrument comme celui-là pour mesurer les progrès de productivité absolument phénoménaux qu'il a fait faire. Et ça n'est pas parce que quelque chose ne coûte plus cher qu'il ne doit pas être mesuré. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui des choses incroyablement sophistiquées pour presque rien.
on peut démarrer des activités nouvelles à des coûts extraordinairement faibles. Si ça ne conduit pas à des gains de productivité massifs, je veux bien être pendu. Donc nous sommes dans une parenthèse dans laquelle nous avons probablement un peu de chance pour faire bouger les choses, parenthèse économique. Nous sommes aussi dans un rebattage des cartes politiques qui est assez intéressant. Dans la fin de la dominance de l'Ouest, il y a le fait que les modes de gouvernance classiques sont aujourd'hui challengés par les pays émergents. Toutes les institutions que nous avons créées, l'ONU, la Banque mondiale, tout ça, est assez challengé par les émergents, mais il reste encore quelques pays qui ont un siège, pour des raisons bonnes ou mauvaises, au Conseil de sécurité. Nos amis anglais ayant décidé de nous quitter, la France est le seul pays d'Europe continentale qui a un siège au Conseil de sécurité. Ça a l'air anecdotique, ça n'est quand même pas négligeable dans la capacité à peser pour construire des consensus ou des positions sur un certain nombre de positions européennes. Le fait que nos amis anglais nous quittent est un drame pour les Anglais. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Elle est moins catastrophique que pour les Anglais, parce que chez nous, ça va se diluer sur 27 pays. Chez eux, ça va se concentrer sur un seul. Mais ça donne une opportunité de rééquilibrer le dialogue européen. Les Anglais vous disent qu'ils n'ont jamais adhéré à la construction politique. Enfin, que seuls quelques rêveurs parmi eux, au sein du Parti conservateur ou des travaillistes, voulaient une union toujours plus profonde. Ils n'ont adhéré que pour accéder aux mécanismes économiques et au marché unique. Le fait qu'ils en soient sortis, qu'ils soient en train d'en sortir, offre une opportunité, si on veut accélérer la construction sur un certain nombre d'autres sujets, d'avancer. Mais à condition d'être soi-même vertueux. C'est pour ça que je suis ni Juncker ni Macron. Je pense que l'immense mérite d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir posé une copie. C'est la première fois, en fait, depuis plus de 30 ans, qu'un dirigeant européen, Schäuble avait posé une copie il y a un peu moins, mais en tout cas qu'un dirigeant français pose une copie claire sur l'Europe. Et les 10 points qu'il a mentionnés, on peut être d'accord ou pas d'accord, d'accord à 100%, d'accord à 80%, d'accord à 60%, d'accord à 40%, mais il a l'immense mérite d'avoir posé une copie et fait une proposition. Alors ensuite, elle va être discutée, démantelée, modifiée, etc. Mais au moins, il y a une base de discussion pour savoir les sujets sur lesquels on va avancer. Et si vous lisez d'ailleurs, vous verrez qu'on retrouve une partie des thèmes que j'ai évoqués. Donc on a cette chance qui est, oui, on peut accélérer notre potentiel. C'est-à-dire, si on fait rapidement les réformes qu'on a besoin de faire, si on arrive à redonner un certain dynamisme à la construction européenne, et il faudra simplifier la gouvernance. Oui, il faudra sans doute une Europe à plusieurs vitesses. Il faudra d'ailleurs s'interroger sur qui partage nos valeurs, parce qu'il y a aux marges un certain nombre de pays qui font des choix qui ne sont pas des choix complètement démocratiques. Moi, j'ai un sujet avec la Pologne et avec la Hongrie, parce que ces systèmes sont en train d'évoluer, au moins en ce moment, vers des valeurs qui ne sont pas complètement les nôtres. Et je pense qu'il faut savoir le dire de façon extrêmement claire. Donc on a une chance de libérer ce potentiel, on a une chance que ça aille mieux. Les réformes qui viennent d'être faites sont utiles, elles sont loin d'être suffisantes. L'absence de maîtrise de la dépense publique, alors le fait que l'État va dépenser l'année prochaine 19 milliards de plus qu'il n'en a dépensé cette année, bon, je sais bien que si on avait continué la dérivée, il en aurait sans doute dépensé 35 de plus. Oui, mais nous, quand on fait ça avec nos budgets personnels, c'est pas de la bonne gestion. Donc, on n'a pas encore maîtrisé la dépense publique, on n'a pas encore touché aux vrais sujets importants pour le long terme, qui sont la formation professionnelle, l'indemnisation du chômage. Sur l'éducation, ça bouge et ça bouge très vite. Ça aussi, c'est une des choses extrêmement positives qu'il faut reconnaître à cette nouvelle équipe, c'est que le ministre de l'Éducation ne s'embarrasse pas de considérations inutiles sur la différence entre ce qui est efficace et mesurable et ce qui est éthéré et inutile. Il avance. Donc ça nous permettra d'avancer. Alors en matière de gestion, le dernier point que je voudrais faire, et puis je conclurai là-dessus avant qu'on passe aux questions, est-ce que ça veut dire qu'on peut, comme ça, gérer tranquillement au fil de l'eau? Ben non, parce que même si on fait tout bien, on ne supprimera pas les facteurs de transformation de l'économie extraordinairement puissants qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire le fait que si les jobs se réinventent, ça veut dire que les business models vont changer. Donc dites-vous que vous êtes en 1890, que l'essentiel de la circulation dans Paris se fait encore à cheval, qu'il y a quelques gars qui construisent des trucs qui crachent de l'huile et dont beaucoup de gens pensent que ça ne marchera pas, qu'on éclaire la ville au gaz, que le mode de transport essentiel est encore le bateau. Et puis projetez-vous, si votre souci c'est une bonne gestion patrimoniale, 30 ans plus tard, l'automobile est arrivée, l'électricité est arrivée, l'avion est arrivé.
et les sociétés de diligence, les sociétés d'éclairage au gaz et les sociétés de transport par bateau ont, pour une bonne partie d'entre elles, fait faillite parce qu'elles se sont trompées de business model. Elles ont pensé qu'elles vendaient des produits alors qu'elles devaient imaginer des solutions. Et pour être légèrement provocateur, il y a 2 trucs qui vont accélérer la ruine des rentiers. Il n'y a pas que les banquiers centraux. Il y a un truc qui s'appelle la gestion indicielle. Et il y a un deuxième truc qui s'appelle la focalisation exclusive sur les valeurs cotées. Pourquoi est-ce que la valeur indicielle ruine ? La gestion indicielle ruine. Parce qu'un indice, c'est une moyenne. Parce qu'une moyenne, c'est une moyenne entre des gens qui ratent et des gens qui réussissent. Et que moi, ça ne m'intéresse pas d'obtenir la moyenne entre les gens qui ratent et les gens qui réussissent. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir éliminer les gens qui ratent et sélectionner les gens qui réussissent. La deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ne se passe pas, entre guillemets, ou beaucoup de choses se passent ailleurs que dans le seul univers des valeurs cotées, et beaucoup de choses se passent qui, aujourd'hui, bouleversent complètement ce que peuvent être les analyses sectorielles. Dans chaque secteur, vous avez probablement un tiers des boîtes qui sont déjà mortes sans le savoir, un tiers des boîtes qui, au mieux, vont vivoter, et un tiers des boîtes qui vont se réinventer. Celles qui sont mortes seront remplacées par d'autres. Jamais on a vu aussi rapidement des gens de moins de 30 ans créer des propositions de business qui attirent 1 milliard de clients en moins de 10 ans. C'est bien qu'il se passe quelque chose. Airbnb est la première société hôtelière du monde sans posséder aucune chambre d'hôtel. Alibaba est le premier, entre guillemets, marchand, le premier site marchand du monde sans avoir le moindre stock. Doit se passer quelque chose quand même. Doit se passer quelque chose. Uber est la première compagnie de taxi du monde sans posséder un taxi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un truc très simple, c'est que les méthodes de valorisation classiques sont largement mortes. Et que ça n'est pas parce que des gens ont des actifs physiques au bilan certifiés par leurs experts comptables que ces actifs valent ce qu'est la valeur au bilan. Certains actifs ne valent plus rien, certains actifs valent beaucoup plus cher que ce qu'on pense, et certains actifs ne sont même pas sur le bilan. Pourquoi ? Parce que comme dans toutes les périodes de fracture historique, vont coexister une immense destruction de richesse avec une immense création de richesse. Regardez les périodes de rupture, toutes les fortunes qui sont devenues des mythes. Les Médicis et les Fugger sous la Renaissance. Les Rockefeller, les Rothschild, les Mellon, les Morgan, au moment de la révolution industrielle et d'infrastructure aux États-Unis. Toutes ces fortunes incroyables se sont faites sur des points de rupture, sur les énergies nouvelles, sur les services nouveaux, sur les formes de déplacement de richesse nouvelles. Les Gates, les Zuckerberg, les Bezos, les Ma, c'est la même histoire. C'est toujours la même histoire. Les places de marché sur Internet, c'est juste la réinvention de ce qu'étaient les hypermarchés dans les banlieues dans les années 70, sauf que ça se présente sous une autre forme. C'est comment rend-on accessible au consommateur un certain nombre de biens ou de services auxquels il aspire d'une manière qui lui plaît. Dans les années 70, les gens qui venaient d'acheter leur automobile, et c'était la première fois dans leur famille qu'on achetait une automobile, étaient ravis d'aller passer leur après-midi sur un parking d'hypermarché ou de la mettre sur un parking d'hypermarché pour faire 3 heures de course. Aujourd'hui, la génération de nos enfants, il y a une partie qui ne passe pas le permis, il y en a d'autres qui ne sont pas propriétaires de leur automobile et aucun n'a envie d'aller dans un hypermarché. Il faut juste en tirer les conséquences. Et donc, quand vous vous intéressez au commerce, regardez plus que les seules valeurs cotées. Cette période est formidable parce que rien n'a jamais été aussi asymétrique. C'est-à-dire jamais ceux qui sont petits et géniaux n'ont eu autant de chance. Jamais ceux qui sont gros et paresseux n'ont été aussi menacés. Et c'est une histoire formidable parce que c'est juste la répétition à vitesse accélérée de ce qu'est l'histoire de l'humanité depuis le début. J'arrête.
Merci infiniment, c'est vraiment passionnant. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle. Pourriez-vous, monsieur, nous dire un mot de l'intelligence artificielle, ce que vous en pensez, des craintes qu'il faut en avoir? Relisez ce qu'on écrivait sur l'informatique à la fin des années 40. C'est la même histoire. Bon, vous n'étiez pas là, mais vous avez, parce que maintenant, c'est accessible tout ce qui s'écrivait. De la même manière qu'en matière de biotech, il faut regarder ce qui s'écrivait. Enfin, je veux dire, Pasteur a fait des ruptures formidables. La première fois qu'on a fait une prise de sang, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont écrit que c'était une intrusion épouvantable dans la vie des gens et un truc extraordinairement dangereux. Donc l'intelligence artificielle est un progrès formidable. Moi, ça ne me fait pas peur, parce que je pense que ça va permettre de faire des avancées considérables. Je pense en revanche que ça remet les questions morales au centre du débat, ce qui a toujours été le cas dans toutes les périodes de grande rupture. D'ailleurs, si au moment de c'est pas un hasard si au moment de la Renaissance, on a eu la Réforme et les guerres de religion. Toutes les périodes dans lesquelles le progrès va plus vite que la capacité de réflexion de l'homme sur le progrès sont génératrices de débats, d'abord d'expériences qui peuvent être très dangereuses et malheureuses, et ensuite de débats sur quelle est la différence entre le bien et le mal à la fin. Et je suis un farouche partisan de l'intelligence artificielle, à condition que dans le même temps, les systèmes éducatifs soient capables de donner à nos enfants une capacité de discernement. Et pas juste l'acquisition d'un savoir livresque et cumulatif. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir lu tous les livres de la bibliothèque et de les avoir appris par cœur. Il faut comprendre comment on se sert du savoir qui est dans les livres de la bibliothèque. Le discernement est plus important que le savoir. Et quand on regarde ce que cette intelligence artificielle va permettre d'apporter, elle va permettre d'apporter en termes de progrès la même chose que ce que la mécanique, entre guillemets, a permis d'apporter à son époque. Regardez ce qui s'écrivait. Il y a eu ce débat en France dans les tarifs Méline, à ceux qui ont fait un peu d'histoire économique, Jules Méline. Et bon, ça, je vois Patrick Mordac qui rigole, ça nous rappelle à tous quelque chose. Regardez les débats à l'Assemblée entre Méline et ses opposants, c'est extraordinaire. C'est le débat aujourd'hui entre Montebourg et Mélenchon et les gens un peu plus modestes. C'est la même chose. Hein. Vous changez paysan par ouvrier, vous avez la même chose. La même histoire. Est-ce que oui ou non, on est capable de comprendre que l'on peut produire un certain nombre de biens et services à des conditions qui sont extraordinairement différentes de ce qu'elles étaient dans le passé, mais que pour que ce soit, entre guillemets, réussi socialement et politiquement, il faut, si on fait ce pas, être capable d'offrir à ceux qui produisaient ces biens ou à ceux qui veulent pouvoir y accéder une éducation qui leur permettra d'accéder aux savoirs qui permettront de les produire. C'est ça. Et c'est juste la redéfinition de l'enjeu éducatif. Donc l'intelligence artificielle, elle ne me fait pas peur. Je les entends parler là-dessus. Ça reste quand même encore assez compliqué. Hein. Même ceux qui sont au cœur de ça vous disent que le prochain truc à craquer, c'est la conscience, et que ça, c'est pas tout à fait évident quand même. Hein. Ils disent 25, 30, 40, 50 ans, on n'y est pas encore. Mais ça a fait des progrès formidables. Ça nous aide tous les jours. J'ai regardé en matière médicale. Moi, un des trucs qui me frappe, c'est on a tous vécu depuis 30 ans sur l'idée que les dépenses de santé étaient un truc qui allait nous écraser. Oui, parce que les dépenses de santé avec les méthodes de traitement conventionnelles étaient un truc effet boule de neige. Parce qu'il est en train de se passer en matière d'objets connectés, en matière de biotech, est en train de complètement changer l'équation, parce que la prévention et la curation, je ne sais pas si c'est le mot, sont en train de prendre des formes complètement différentes, infiniment plus efficaces, et vont venir réduire de façon drastique ce qu'étaient des coûts qui nous semblaient insupportables. Alors bien sûr, les nouveaux traitements sur des trucs de plus en plus pointus et de plus en plus rares vont coûter de plus en plus cher. Mais ce sera supportable si on compare ça aux économies qu'on va faire par ailleurs. Regardez les progrès fantastiques qu'on a fait quand on a inventé deux choses, les analyses sanguines et la pénicilline. Vous imaginez vivre dans un monde sans analyse sanguine et sans pénicilline? Vous avez envie d'y retourner? Pas moi. Donc, je pense qu'il faut...
Voilà, j'ai regardé ça avec énormément d'appétit et beaucoup de discernement. La référence que tu as faite à Lee Kuan Yew m'amène à poser une question sur un thème important à la fois pour les politiques et pour le business. La culture du top management. Alors, Tony Blair avait fait des choses intéressantes au Royaume-Uni. Est-ce que tu as des idées dans ce domaine, à la fois pour le gouvernement et pour les hommes d'affaires? D'abord, je pense que le mode de fonctionnement des entreprises est en train de changer de façon absolument considérable. Que le modèle Louis XIVien du patron omniscient, il y a longtemps qu'il est mort en réalité. Hein. Je pense qu'il faut fonctionner beaucoup plus en réseau. Ça, je crois que les entreprises qui sont encore là l'ont compris. Je pense en revanche qu'il y a quelque chose auquel elles ne sont pas encore complètement habituées. C'est qu'il y a un truc qu'il faut faire absolument... Enfin, il y a deux choses qu'elles font mal, une surtout en France et une autre à peu près partout ailleurs. En France, la diversité, totalement insuffisante. C'est-à-dire l'incapacité à comprendre qu'il faut ressembler à ses clients et que si on veut avoir tout le monde comme client, il faut avoir tout le monde comme collaborateur, sans considération de sexe, d'origine, etc. Et là-dessus, on est encore mauvais. Et on s'aperçoit que quand on progresse, ça accélère l'entreprise. La deuxième chose sur laquelle à peu près tout le monde, enfin beaucoup de gens sont mauvais, un peu moins dans certaines zones dans lesquelles il y a une vraie émergence d'un renouveau entrepreneurial, mais dans les boîtes classiques, on est encore mauvais, c'est la capacité à exploser les barrières d'âge. Parce que si une demi-douzaine de gars de moins de 30 ans ont été capables de créer des boîtes qui aujourd'hui font plus de 200 ou 300 milliards d'euros de capi et plus d'1 milliard de clients, ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on n'utilise pas. Et donc, il faut que le top management... Enfin, c'est le problème de la Chine à la fin, quoi. Il faut que les mandarins 7 boutons qui ont passé 50 ans ou 40 ans à acquérir leur 7e bouton comprennent que la vie n'est pas juste et qu'un gamin de 22 ou 23 ans peut avoir pour l'entreprise une valeur très supérieure à la leur. Et il faut qu'ils l'acceptent avec humilité. Et ça, ils ne sont pas encore très bons. Donc moi, ça m'a conduit à faire 3 trucs. Bon, essayer de mettre de l'innovation dans AXA, en développer à côté d'AXA en la protégeant soigneusement d'AXA. AXA Strategic Ventures, l'AXA Lab, etc. On les a soigneusement protégés du reste. Et troisièmement, quitter AXA pour passer à la génération suivante. Le phénomène religieux, tu n'en as pas parlé du tout. Donc ça veut dire que tu considères que ce n'est pas vraiment une menace à moyen-long terme. C'est un phénomène compliqué à gérer aujourd'hui, notamment le terrorisme islamique, mais que ça ne l'Afrique est plus un sujet que l'islam. La combinaison des deux est détonnante, mais l'Afrique serait un sujet même sans l'islam. Si l'Afrique avait un dynamisme démographique nul, je ne suis pas sûr que les Saoudiens auraient nécessairement envie de venir chez nous par millions. Il n'y en a pas assez. Donc, alors je ne veux pas sous-estimer le truc. C'est-à-dire, et puis je ne voulais pas être trop long ce soir, mais quand on regarde vraiment, nos démocraties, elles reposent sur quoi ? Elles reposent, que ça plaise ou non. La laïcité, c'est une religion sans Dieu. Mais ça repose sur des racines, entre guillemets, judéo-chrétiennes extraordinairement profondes et qui nous distinguent des autres systèmes. Et qui tiennent à quoi ? Qui tiennent à 2 trucs extrêmement simples. Le fait qu'on considère que l'individu a la capacité à discerner entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de discernement de l'individu. On met l'individu au centre. Il a la capacité à discerner entre le bien et le mal, et il a la capacité à comprendre qu'il doit respecter l'autre pour vivre en société. C'est ça qui fait. Et respecter l'autre pour vivre en société, ça veut dire un truc très simple. C'est-à-dire que quand on est dans un système démocratique, le minoritaire, quelle que soit son importance, accepte le fait majoritaire, et le majoritaire n'abuse pas de sa majorité pour imposer aux minoritaires plus que de raison. C'est pour ça que je n'ai aucune sympathie pour les gens qui, dans une démocratie, parlent de 3e tour dans la rue. Parce que je considère que ce sont potentiellement des fascistes, quel que soit le reste de leur programme. Tu vois, enfin, aux 2 extrêmes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne respectent pas les libertés fondamentales, puisqu'ils disent qu'ils refusent de se plier à la règle de la majorité. Bon. Et ça, c'est nos racines judéo-chrétiennes. Ce n'est pas les mêmes que le système chinois, ce n'est pas les mêmes que Daesh.
Alors ensuite, quand on regarde sur l'islamisme, regardez tout ce qu'a publié l'Institut Montaigne sur le sujet, lisez les livres de Keppel. C'est objectivement très compliqué, parce que c'est un mélange d'incapacité de nos sociétés à intégrer de façon correcte une frange de la population sur maintenant 3, voire 4 générations. On a été ravis de faire venir d'Afrique du Nord et d'ailleurs une main-d'œuvre, et le patronat a une immense responsabilité sur ce sujet. On a été ravis de faire venir une main-d'œuvre bon marché à qui on n'a pas donné les outils d'intégration qu'on avait donnés aux travailleurs polonais, italiens, portugais d'avant et d'après-guerre. Donc on n'a pas réfléchi sur ce qu'étaient les outils de l'intégration. Bon. Et on a eu un discours un peu naïf et bébête. Bon. La deuxième chose, et il y a donc là, je veux dire, c'est un phénomène social qui derrière va chercher une région religieuse. Quand tu interroges les gens qui s'occupent de terrorisme, ils te disent qu'il y a évidemment un substrat religieux, mais que la plupart des gars qui sont vraiment dangereux et qui chopent n'ont absolument aucune idée de ce qu'il y a dans le Coran. Et si je veux vraiment alors être totalement provoquant, je vais vous rappeler que les premiers à avoir pillé Byzance, ce sont les croisés qui venaient de chez nous, dans les années 1200, je ne sais plus si c'est 1214 ou 1218, et qu'ils connaissaient probablement aussi bien leurs écritures que les gars de Daesh connaissent le Coran. Un de mes amis qui s'occupe de ça en général et dans le détail m'a raconté cette anecdote incroyable. Ils ont mis la main il y a quelque temps sur un type extraordinairement dangereux qui était revenu et ils lui ont dit mais t'es un fondamentaliste musulman. Le gars a dit non, moi je suis parti faire le djihad. Voilà. C'est dire l'état de cohérence intellectuelle. Alors ce qui est intéressant aussi, et ça nous interroge nous, société française, c'est que, et ça montre à quel point la politique des 30 ou 40 dernières années en matière sociale et en matière d'emploi et d'éducation a été un échec absolument terrifiant, parce que tout ceci était probablement évitable, c'est que quand ils les interrogent, ils disent que les motivations profondes de ceux qui rejoignent les combattants de Daesh sont exactement les mêmes que celles des garçons venant des mêmes couches sociologiques qui s'engagent dans l'armée française. C'est-à-dire le besoin d'une autorité, le besoin d'un cadre, le besoin d'un chef, et le besoin d'une reconnaissance personnelle, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont rien, parce qu'on les a ignorés, ils n'ont pas d'identité, on ne leur a pas donné d'éducation, on ne leur a pas donné de boulot. Et donc, c'est une espèce de cri de désespoir. Allons-nous faire des millions de gens qui attendent aux frontières pour venir chez nous, pour vivre un monde meilleur? Comment allons-nous les assimiler? Parce que vous parlez de sociétés qui ont déjà des acquis. Et grâce à ces acquis, il va pouvoir y avoir une forte accélération, cette accélération dont vous parlez, et qui va leur permettre d'aller encore plus vite et encore plus loin. Mais que faire de tous les autres qui ne vont pas tarder à déferler chez nous? Oui, c'est pour ça que je vous disais que la démographie est un truc fondamental auquel on a du mal à résister. Alors, on n'assimilera pas tout le monde et on ne pourra pas laisser rentrer tout le monde. Mais on va être obligé de concevoir nos politiques en matière de sécurité, en matière de frontières, de façon différente. Mais si on se contente de faire ça, on n'est pas allé au cœur du problème. Le vrai sujet de l'Europe aujourd'hui, là encore, c'est juste pour vous provoquer. On a considéré dans les années 60, parce que ça a arrangé tout le monde, qu'une des grandes priorités de la politique européenne, c'était la politique agricole, qui pendant une génération a été le cœur de l'action européenne. Aujourd'hui, c'est la priorité numéro 18, franchement. La priorité numéro 1, c'est comment est-ce que l'Europe est capable d'accélérer le développement de l'Afrique. C'est la priorité numéro 1. Parce que si on ne consacre pas de la réflexion et des moyens significatifs, alors heureusement, les Chinois vont s'en occuper un peu, mais pas forcément à notre avantage. Mais si on n'est pas capable d'accélérer le développement de l'Afrique, on pourra faire tous les murs qu'on voudra. Souvenez-vous de Byzance.
le feu grégeois, qui était leur bombe atomique, ne leur a pas permis de se protéger des Ottomans à la fin. Hein. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, si on n'est pas capable de créer un mouvement de développement fort au sud, on n'arrivera pas à régler le problème. Et la société que connaîtront nos petits-enfants sera extraordinairement différente de celle que nous connaissons. La bonne nouvelle, c'est que c'est entre nos mains. Donc c'est à nous de décider. Jean-Yves Le Goff, docteur Jean-Yves Le Goff, je suis chirurgien, j'étais un ancien porte-parole François Fillon, santé. C'est une question sur la situation espagnole, catalane. Ouais. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Comment vous pensez que ça va évoluer? Ça rejoint un point que j'ai fait tout à l'heure, qui est quels sont les modes de gouvernance pertinents. Et la résurgence des régionalismes est un truc qu'on ne peut pas ignorer en Europe, parce que beaucoup de gens ont le sentiment que la solution régionale est encore une solution qu'ils comprennent, qui est à leur portée et qui leur rend service, alors que la solution nationale ne l'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul pays d'Europe dans lequel on dit le centre nous prend trop d'impôts et n'en fait pas assez pour nous. Donc il faut trouver un équilibre délicat entre la solidarité nécessaire et le non-découragement des plus dynamiques. Au cas particulier, je ne trouve pas que le gouvernement central ait été particulièrement habile. Parce qu'au fond, il a failli faire du pouvoir catalan, qui n'est pas majoritaire, là, hein, il a failli faire d'eux des victimes. C'est en train de se corriger. Ce que je trouve intéressant par rapport au Brexit, les Espagnols sont beaucoup plus sanguins. Moi, j'avais entendu dans mon enfance ce truc amusant en disant « Quand tu vois courir un Espagnol, c'est qu'il va à l'église, mais tu ne sais jamais si c'est pour y prier ou pour la brûler. » Et ce qui est intéressant, c'est la réaction des boîtes. Et là, ils ont réagi très vite parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre dans le même piège que les boîtes anglaises dans le Brexit. Et le fait que Sabadell et la Caixa aient tout de suite décidé de changer leur siège est en train de doucher les velléités un peu folles. Et ils le font pas simplement pour des raisons politiques, ils le font pour des raisons techniques, parce qu'ils savent très bien que si la Catalogne sort, elle n'est plus dans l'Union européenne et que par conséquent, ils ne sont plus protégés par les mécanismes européens. Donc on va voir. Je pense que maintenant, il faut trouver un truc qui sauve la face de tout le monde. Et ils vont bien finir par trouver. Mais j'ai trouvé le début, moi j'ai trouvé l'intervention, l'intervention du roi assez maladroite. Parce que, je sais pas, j'imagine qu'il avait des raisons, mais je trouve qu'il avait intérêt à se placer en position d'arbitre plutôt que d'être en position dure tout de suite, parce qu'il faut aussi entendre un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont plus efficacement gérées près des gens qu'elles ne le sont loin. Et une des raisons, à mon avis, du sujet, c'est qu'on a exporté sur l'Espagne une partie de notre gouvernance. Quand Philippe V est parti, a quitté la cour de son grand-père, il a emmené avec lui une partie de la gouvernance française. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la cohésion tout à l'heure. Et vous avez fait allusion à l'intégration en prenant l'exemple d'AXA. Je suis un Axien. Donc, j'ai vu que ça marchait très bien. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait coupler, c'est la mixité, la vraie mixité dans la ville. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, la mixité, c'est vraiment mettre tous les gens issus des mêmes origines dans des mêmes quartiers. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Et ça nous amène aussi à des revendications, ce que j'appellerais l'amorcellement de la République. C'est ce que j'appelle la République des tribus. Ouais, vous avez absolument raison. D'ailleurs, regardez ce que Keppel a écrit sur le sujet, c'est exactement ça. Mais vous savez, il y a cette caricature de Daumier au 19e de l'immeuble pris en coupe, où vous avez grosso modo le grand bourgeois au premier, le moyen bourgeois au second, le petit bourgeois au troisième et l'ouvrier ou l'employé sous les combles. Ça a disparu. Mais pourquoi ? Parce que dans beaucoup de cas, beaucoup d'élus locaux n'ont pas eu cette réflexion sur ce que devait être entre guillemets, l'architecture de la ville, et pas simplement l'architecture horizontale, aussi l'architecture verticale. Et se sont ajoutés à ça, et évidemment, l'effet d'élimination par l'augmentation des prix immobiliers de ce qui restait de cette mixité. Et alors, cela étant, là-dessus, la France n'est pas le seul endroit. Si vous regardez les États-Unis et la Silicon Valley,
c'est extrêmement intéressant de voir ce que sont les mouvements même de révolte. Il y a des bus de Google qui sont caillassés, parce que les habitants normaux avec des jobs normaux en Californie n'ont plus accès à certaines zones résidentielles. C'est-à-dire sont obligés de vendre et n'aiment pas ça. Il n'y a pas que les Corses qui n'aiment pas ça. Moi, j'avais une question que j'avais posée en introduction, Henri, qui est pour revenir sur l'Europe, sur cette fameuse règle de l'unanimité. Comment on peut s'en sortir? Est-ce que concrètement, quels sont les scénarios possibles? Non, moi, je pense qu'il y a un moment où il faudra revenir là-dessus sur un certain nombre de sujets, mais que ça va. Alors, je pense qu'il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que la France et l'Allemagne vont tout décider. Et je pense en particulier que ça n'est pas parce que la France a regagné un certain poids vis-à-vis de l'Allemagne. D'abord parce qu'on a un président qui est respecté, parce qu'il commence à bouger les choses, parce que l'Allemagne est dans une situation plus compliquée qu'avant les élections et parce que les Britanniques ne sont plus là. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir décider à deux. Il est impératif, les pays d'Europe du Nord nous regardent avec beaucoup de méfiance parce qu'ils considèrent nous ne sommes pas protestants, en fait. Le protestant croit au travail et croit que le pécheur doit payer pour ses fautes. Le catholique croit à la providence divine et pense que le pardon est une invention géniale de sa religion puisqu'il fonctionne même si le repentir n'est pas tout à fait sincère. Et ça sépare quelque part les États du Nord des États du Sud. Donc il ne faut pas négliger dans la discussion qu'il va y avoir ce que va être la position de pays comme la Hollande et quelques autres pays du Nord qui ne sont pas du tout portés à des constructions Louis XIViennes ou napoléoniennes, qui veulent du pragmatisme et de la construction pas à pas. Il ne faut pas négliger non plus le fait qu'il y a aujourd'hui dans le concert européen, quand on regarde les nations qui pèsent vraiment lourd démographiquement, en dehors des Allemands et nous, il y a la Pologne, il y a l'Italie et il y a l'Espagne, qui sont tous des pays de plus de 40 millions d'habitants. Donc on ne peut pas envisager une construction sans avancer. Alors il y a ceux qui sont dans la zone euro, ceux qui n'y sont pas. Mais je pense que plus on se rapprochera du corps de la zone euro, plus les décisions seront à l'unanimité. Plus on ne voudra pas, entre guillemets, participer à l'approfondissement de la zone euro, moins il y aura d'unanimité. Vous avez participé, accompagné François Fillon sur son programme économique, et j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez des actions actuelles économiques et fiscales du gouvernement. Moi, j'ai soutenu François Fillon parce que je pensais que c'était à la fois le diagnostic le plus réaliste et le plus approfondi, que c'était les solutions les plus pertinentes et avec quelqu'un qui avait la capacité de le faire. J'ai voté sans aucune hésitation au second tour. J'ai même appelé à voter pour Emmanuel Macron parce qu'il était européen, non populiste. Et que même si les solutions qu'il proposait n'allaient pas aussi loin que celles de François Fillon, il y en avait un certain nombre avec lesquels j'aurais eu du mal à me sentir en désaccord. Quand je constate ce qu'il fait, je trouve que la copie sur le droit du travail, elle est très largement propre. Et je suis assez surpris de voir un certain nombre de gens dits de droite qui n'ont rien fait pendant 30 ans expliquer aujourd'hui que ce n'est pas assez. Alors oui, il aurait pu sans doute aller un peu plus loin sur les seuils sociaux. Il aurait pu sans doute laisser moins de trucs dans la branche et en mettre plus dans l'entreprise. Cela étant, là-dessus, le patronat a une vraie responsabilité, parce que la bureaucratie patronale était probablement assez fortement arc-boutée contre la délégation, contre la mise dans les mains de l'entreprise d'un certain nombre de trucs qui font vivre les branches, pour appeler les choses de manière politiquement pas correcte. Donc sur le droit du travail, et ça a été bien. Qu'est-ce qu'on nous avait prédit ? On nous avait dit qu'il y aurait une révolution si on faisait la moitié de tout ça. Donc je trouve qu'ils ont une copie, franchement là-dessus, propre. Je trouve que sur l'éducation, il se passe un certain nombre de choses extrêmement positives. Que le ministre de l'Éducation est quelqu'un qu'il faut vraiment soutenir et encourager parce qu'il est en train de changer un certain nombre de choses. Alors c'est un chantier titanesque, il ne va pas y arriver tout de suite. Ensuite, il y a quoi ? Il y a la fiscalité. La flat tax est un bon truc. La suppression partielle de l'ISF, un truc bancal.
Bon, ensuite, les bureaux de Bercy sont en train de revenir au galop parce qu'ils sont en train de mettre des petits trucs un peu partout pour empêcher que par-ci, par-là. Donc, ils vont nous recréer une usine à gaz absurde. Je pense qu'ils sont en train de créer une crise de l'immobilier parce que c'est la double peine. Alors, il y a un truc tout à fait bien qui est de taper sur les offices de HLM. Là aussi, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais les offices de HLM sont devenus en fait des foncières mutuelles, dont la principale préoccupation est d'augmenter leur taux de recouvrement, pas de faire du logement social. Alors, vous vous dites ça, vous vous faites écharper, hein, mais c'est la réalité. Bon. Donc les obliger à faire tourner leur patrimoine au lieu de déverser des dizaines de milliards chaque année en vendant ce qui est occupé par des gens qui n'ont plus de raison d'y être et en faisant du vrai social, c'est un bon truc. Ça va les obliger à bouger. Imposer la double peine au logement privé, entre guillemets, à l'investissement logement privé, c'est absurde. C'est-à-dire la double peine, c'est à la fois l'absence de prélèvement libératoire et le maintien de l'ISF et maintenant la non-déductibilité de la dette. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est ce que j'appelle l'imagination formidable des bureaux de Bercy. Il y a un certain nombre de gens qui faisaient des investissements privés locatifs avec des prêts remboursables in fine. Normalement, dans toute approche fiscale classique, on a son actif et on déduit son passif. Bercy a imaginé un truc dans lequel, si le prêt est in fine, on ne peut plus déduire. Oui, j'en vois certains qui font des têtes comme ça. Hein, on va prendre la durée du prêt. La première année, s'il est sur 20 ans, la première année, vous aurez le droit de déduire 95%, la deuxième 90%, la troisième 85%, et à la fin, rien. Donc même si le prêt est in fine. Donc c'est une réinvention de l'actif net. N'importe quelle entreprise privée ferait ça, n'est-ce pas ? Ses dirigeants seraient en prison, menottes au poing. Mais l'administration fiscale a une créativité sans limite. Et donc, elle a décidé qu'elle allait faire ça. Donc, ils vont se créer une crise du logement locatif dans quelques temps. Ils rectifieront. Mais c'est quand même mieux qu'avant. Bon. Alors ensuite, il y a un truc qui n'est pas assez vertueux. C'est le budget. On avait promis une vingtaine de milliards d'économies. Il y en a une quinzaine. Et il y en a une quinzaine avec une conjoncture qui est meilleure que ce qui était prévu. On perd une opportunité. Bon. Ensuite, on va voir ce qui se passe sur le chômage. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu une vraie intuition, mais que la réponse apportée n'est pas bonne. C'est-à-dire que la vraie intuition, c'est que les gens vont changer de job et de statut un nombre assez considérable de fois dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont salariés, qui deviendront auto-entrepreneurs, qui deviendront ensuite je ne sais pas quoi. Bon. Et que donc l'idée qu'un régime d'indemnisation puisse s'appliquer à plus que les seuls salariés n'est pas du tout idiote. De la même manière que je considère qu'il faut vraiment réfléchir et pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur le revenu universel. Parce qu'il y aurait une prestation universelle remplaçant le maquis des prestations sociales. Alors ça ne veut pas dire donner 1500 € à tout le monde tous les mois. Hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut qu'on repense notre système de protection sociale. Mais dire qu'on veut faire ça, ce qui est probablement la première année 8 milliards de dépenses de plus au minimum, et dire qu'en même temps, on va reprendre la négociation du régime d'assurance chômage aux partenaires sociaux, je pense que c'est une erreur. Parce que les co-responsables du déficit de l'assurance chômage, il y a, je dirais, un coupable par complicité, c'est l'État, parce qu'il garantit la dette, et il y a deux coupables principaux qui sont le patronat et les syndicats, qui se sont comportés de façon complètement irresponsable parce que l'État garantissait la dette. Et donc je pense que c'est une erreur pour l'État de dire « je vais tout reprendre ». Parce qu'immédiatement, d'une posture de complice, il va être le seul accusé. C'est-à-dire les autres, qui n'ont rien fait pour régler le sujet en responsabilité pendant 25 ans, vont dire « l'État fait très très mal ». Et donc ils vont se mettre dans un truc politique difficile. Moi, j'aurais fait un truc très simple. Il suffit que l'État dise, et on n'a même pas besoin, il suffit que le ministre des Finances appelle le patron de l'UNEDIC et lui dise « cher ami, la garantie de l'État sur la dette est supprimée à compter de demain matin. Maintenant, démerdez-vous. Démerdez-vous. Vous dites que vous êtes grand responsable, démerdez-vous. » Comment considérez-vous la situation de la Russie, compte tenu de la richesse considérable du pays, de sa relative vacuité, puisque 300 millions, malgré la politique nataliste du président actuel, et 1,4 milliard de voisins au sud qui rêvent de rentrer dans cette partie. Monsieur Jean-Éric Aubert, ancien fonctionnaire international. Qu'est-ce que vous feriez vous-même en priorité? Et pensez-vous que c'est possible aujourd'hui
de développer l'Afrique sans repenser aussi l'ensemble du système financier international pour dégager les investissements nécessaires? Sur la Russie, c'est une puissance déclinante. C'est une kleptocratie, à la différence du système chinois, qui est un système méritocratique. On ne devient pas gouverneur de province en Chine sans avoir démontré son efficacité. Et les débats à l'intérieur du parti en Chine sont beaucoup plus, je dirais, vifs et parfois violents qu'ils ne le sont à l'intérieur de notre propre classe politique. Donc les deux systèmes, il n'y a pas beaucoup de débats autour de Poutine. Alors, ayant dit cela, je pense que la menace est surévaluée, c'est-à-dire c'est une force qui n'est dangereuse que si on la provoque. Ils ont une population déclinante, ils reposent sur des matières premières qui sont convoitées par beaucoup de gens. Bien sûr, il ne faut pas être naïf, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'ils font sur les pays baltes, mais il faut aussi se mettre à leur place. Et un des reproches, je pense que l'Europe a parfois été trop naïvement alignée sur la position américaine et que d'une certaine manière, le fait qu'on ait un président américain qui soit devenu totalement imprévisible a des conséquences très très négatives en Asie, a des conséquences intéressantes en Europe qui sont d'avoir au fond ouvert les yeux des Allemands sur le fait qu'ils ne savent plus très bien si le parapluie américain est complètement là ou pas complètement là, et ça les oblige à réfléchir de façon un tout petit peu plus constructive sur quelle politique de défense on doit avoir et au fond, à la fin, quelle relation on a intérêt à entretenir avec la Russie. La peur principale aujourd'hui, la Russie, il a évidemment peur de perdre son pouvoir. Quand les gens disent qu'il faut qu'il s'en aille, est-ce qu'ils ont réfléchi à l'alternative? Je pense que l'alternative, aujourd'hui, elle est pire que lui. On sait les diables qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aurait. Bon, le sujet, me semble-t-il, principal, c'est d'arriver à le contenir et d'arriver à engager un dialogue avec lui. Il a joué avec un talent incroyable des cartes extrêmement faibles. La Russie était sortie du Moyen-Orient il y a 10 ans. Et ce n'est pas Trump qui l'a fait revenir, c'est Obama et les bêtises des alliés occidentaux d'Obama. Aujourd'hui, il est au centre du jeu au Moyen-Orient. Pourquoi il est au centre du jeu au Moyen-Orient? Parce que lui, il se sent en charge, entre guillemets, des populations chrétiennes de la région, et parce qu'il voit au travers d'un certain nombre de ces républiques que la menace de... Enfin, il y a même plus de Tchétchènes en Syrie qu'il n'y a de gars de nos banlieues. Donc, de ce point de vue-là, il y a des intérêts communs. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire de sentiments, qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, d'idéologie absurde. Je pense qu'il faut regarder de façon extrêmement froide quelles sont nos convergences d'intérêts avec la Russie, et il y en a. Et ensuite, quelles sont les zones sur lesquelles il y a des divergences, et il y en a aussi. Il faut être extrêmement ferme sur les premiers, sur les dernières, et extrêmement constructif sur les autres. Et ça, je pense que c'est un langage qu'ils comprennent. Sur l'Afrique, bien sûr que la gouvernance internationale fonctionne à moitié bien. Alors cela étant, il y a un truc qui est d'une puissance formidable qui s'appelle l'investissement privé. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Afrique sur les 10 ou 15 dernières années, on voit que petit à petit, le relais de l'international est pris par le privé. Et que c'est vrai aussi bien dans le for-profit que dans le non-profit. Quand vous regardez ce que la Fondation Gates a fait, c'est très supérieur à ce qu'a pu être, et incroyable en termes d'efficacité, l'action d'un certain nombre d'organisations internationales qui s'occupaient des mêmes sujets. La deuxième chose, si vous regardez le tissu entrepreneurial africain, il commence à y avoir du capital et il commence à y avoir des entrepreneurs. Moi, c'est un truc qu'on a regardé de très près quand j'étais chez AXA. On a d'ailleurs accéléré les investissements en Afrique. J'ai rencontré un certain nombre d'entrepreneurs africains que je continue d'ailleurs à voir, qui sont des gens tout à fait incroyables. Et parce qu'ils bénéficient d'un des éléments que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour démarrer une boîte, avec 50 000 €, on y arrive. Eux, ils en bénéficient aussi. Aujourd'hui, quand on veut avoir de l'électricité, on n'a pas besoin d'avoir les infrastructures d'avant. Aujourd'hui, quand on veut avoir des communications, on n'a pas besoin d'avoir les infrastructures d'avant. Donc la capacité à développer des infrastructures de la nouvelle génération et à inventer de nouveaux business models,
est réel et il faut les encourager à faire ça. C'est eux qui sont en train de réinventer les systèmes de paiement. Il y a un truc incroyablement frappant. Moi, il m'arrive d'y aller pour des raisons qui ne sont pas tout à fait avouables, autres que le business. Je peux vous dire que, mais au fond de la brousse, les pisteurs Maasai, ils ont des mobiles avec lesquels ils payent. Bon, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr qu'au fond de l'Auvergne, tout le monde ait un mobile avec lequel il paye. Peut-être ça se développe. Mais donc, moi, j'ai un grand espoir dans la capacité, sur la vague des technologies nouvelles, à accélérer leur développement. C'était une très très belle copie, Henri, cher président. Merci mille fois, Henri.